En manchette, le maire de Saint-Fulgence travaille d'arrache-pied avec Ariane Phosphate et les travailleurs en lock-out des concessionnaires automobiles reçoivent l'appui des agents correctionnels. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du mardi 4 février. Les retombées du projet de mine de l'Acapol de la minière Ariane Phosphate promettent d'être importantes pour la municipalité de Saint-Fulgence. Après une rencontre avec la compagnie, le maire Gilbert Simard entrevoit un avenir prometteur pour sa municipalité. Raphaël Guillemette, comment évolue le dossier jusqu'à présent? Bien, lorsque j'ai rencontré le maire ce matin à la mairie de Saint-Fulgence, il m'a dit que tout avançait comme sur des roulettes. Bien sûr, c'est un projet d'une grande importance dans la région, mais aussi pour la municipalité de Saint-Fulgence, parce qu'on évalue les retombées économiques dans la région à 12 milliards de dollars et même la création de 400 emplois permanents. Pour le moment, on a déjà dépassé l'étape de la théorie. On est plus à voir comment est-ce qu'on pourrait tout structurer sur le terrain. Et qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour la municipalité de Saint-Fulgence? Bien, il est un peu trop tôt pour quantifier les retombées économiques ou les conséquences sociales, mais avec les infrastructures qu'on devra mettre en place, la prochaine création peut-être d'un parc éolien dans le parc de la Rivière-du-Moulin et l'investissement de 1,2 milliard de dollars de la mine Niobec, tout se profile très bien à l'horizon. Je vous invite à entendre le maire à ce sujet. C'est évident que ça l'amène l'économie, ça l'amène l'achalandage et ça l'amène aussi des développements qu'on avait prévu de faire dans ce secteur-là concernant l'accès de destinations nordiques et l'accueil, et ça va s'intégrer dans ce projet-là. Et comment négocie-t-on avec les résidents mécontents? Bien, présentement, il y a une question de litige qui sépare les résidents, la mairie et Ariane Phosphate. C'est justement l'emplacement du quai. C'est l'élément d'importance à Saint-Fulgence qui est relié au projet minier. Ce qu'on questionne, c'est surtout la pollution visuelle reliée à ça et la pollution sonore. On a formé un comité, justement, citoyen lié avec la mairie pour trouver une façon de cohabiter. Je vous invite à entendre le maire à ce sujet à nouveau. Bon, on essaye de trouver le moindre impact, si tu veux, pour ce dossier-là. On avance très bien. On se réunit encore la semaine prochaine. Écoutez, on veut travailler avec eux. On les a pas mis à l'écart, puis eux autres, je suis content qu'ils soient là. Et quelle est l'implication de Saint-Fulgence dans le projet minier? Bien, c'est l'allocation du quai de déversement des matières qui seront extraites de la mine. La mine à l'Acapol est située à 200 km au nord de Saguenay. Ce qu'on a déterminé, c'est que le transport par train serait trop coûteux. Donc, on a décidé justement d'instaurer un quai à Lens-à-Pelletier. C'est justement la question de litige. Donc, c'est ce qu'on travaille présentement à décider. Et puis aussi, la promesse d'achat de Ariane Phosphate a déjà été déposée. Et qu'est-ce que ce projet représente pour la région? Eh bien, c'est 12 milliards de dollars en retombées économiques, mais c'est 1 milliard de dollars aussi qui est injecté dans la municipalité et dans le projet. Ce sont 1400 emplois qui seront répartis à travers la région notamment. Et tout ça, tout le monde s'accorde dans la région pour dire que la ville de Saguenay, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait bien besoin d'un projet d'une telle importance. Et en terminant, Raphaël, quelle est la prochaine étape? Eh bien, on espère voir notre projet minier de 1,6 milliard de dollars être examiné par le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, d'ici à la fin 2015. Merci beaucoup, Raphaël. Rien. Le syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec a donné son appui ce matin aux travailleurs des lock-out des concessionnaires automobiles de la région. Le président du syndicat CSD, Georges Bouchard, a profité de l'occasion pour lancer l'idée d'un mois sans achat. Alexandre Fauché, à quelques semaines du premier anniversaire du conflit, cette idée fait-elle son chemin? Le président du syndicat démocratique des employés de garage, Georges Bouchard, a avancé l'idée aujourd'hui. C'est une proposition qui lui avait déjà été faite et qu'il est maintenant prêt à mettre en place dès février. Après bientôt un an de conflit, les appuis continuent à affluer pour le syndicat des employés des concessionnaires automobiles de la région. La situation ne débloque cependant pas, si bien que le président du syndicat, Georges Bouchard, lance un nouvel appel à la population. Si tout le monde respecte ce que le mot d'ordre, qu'en février, il n'y a aucun achat dans les concessionnaires automobiles qui sont encore, ben regarde, ne faites pas là-dedans, les gens vont nous téléphoner puis on va être capable de négocier la convention collective de travail. Le syndicat des agents de la paix en service correctionnel de la région a d'ailleurs démontré leur appui aux travailleurs en lock-out aujourd'hui. Leur président, Patrick Denis, a tenu à saluer le courage de ces derniers.
pense qu'il faut que la population s'inspire de ça, ce lien de solidarité-là qui les unit. Et également, je pense que nous, pour faire, comme je le disais tout à l'heure, une différence majeure sur le plan collectif, bien, ça part d'une implication personnelle et c'est ce que nos membres veulent démontrer aujourd'hui. Même si le syndicat affirme que le moral des troupes est toujours bon, plus le conflit s'étire et plus la situation sera complexe entre les employeurs et les employés après un éventuel règlement des choses. Les deux parties devront toutefois négocier pour y en arriver, ce que M. Bouchard voudrait faire rapidement. Nous, on est prêts à négocier, on est prêts à s'asseoir à la table de négociation, de négocier la convention collective de travail conditionnelle à ce que la partie patronale fasse la demande d'un conciliateur. La grève des employés de concessionnaires automobiles atteindra sa première année d'existence le 23 février prochain pour certains et le 5 mars pour la majorité. Alexandre Fauché, ATM Nouvelles, Saguenay. Celle qui lutte depuis près de 50 ans pour le droit des femmes, Marthe Vaillancourt, était des nôtres aujourd'hui. Elle a confié à notre journaliste Chloé Urtubise ses impressions par rapport au projet de loi sur la Charte des valeurs québécoises. Bonjour, Madame Vaillancourt. Bonjour, Chloé. Alors, vous qui approuviez le projet de départ de la Charte, pourquoi maintenant vous vous opposez? Bien, je m'oppose à cause du déroulement de la commission parlementaire, où il se retrouve des propos, à mon avis, inadmissibles et où on ne parle que du voile et du voile. Il y a autre chose quand même dont on devrait discuter. Comme quoi? Comme les accommodements raisonnables, quels seront-ils? Comment sera notre vivre ensemble? Moi, c'est ça qui me préoccupe. Comment on va vivre ensemble? Et qu'arrivera-t-il aux femmes qui n'enlèveront pas leur voile et qui sont dans la fonction publique à l'heure actuelle? Parce que c'est clair, là. La plupart des Québécois, pour ne pas dire la totalité, sont pour recevoir des services et que le demandeur de service soit à visage découvert. Ça, c'est correct, là, cette partie-là. Et justement, qu'est-ce que vous pensez que le Conseil du statut de la femme approuve quant à elle, la Charte? Attention, le Conseil approuve la Charte, mais il a des restrictions. On dit 8 restrictions. Je ne l'ai pas lu encore, la teneur de ces restrictions-là. Bon, peut-être, il paraît qu'ils ont de mûres réflexions, mais comme je vous le disais tantôt, je crains une radicalisation de l'islamisme. À mon avis, on aurait dû travailler justement contre les radicalisations, contre les prêchis-prêchats qu'on fait dans les communautés musulmanes, contre... Alors, on aurait dû essayer de voir avec les communautés pour les amener à une autre façon de vivre ensemble. C'est toujours ça que je dis. Et il ne faut pas oublier là, que les jeunes qui se couvrent le visage sont nés ici. Que les femmes qui portent le voile, on leur a dit qu'elles étaient des Québécoises. Et parlant de femmes québécoises, justement, qu'est-ce que vous pensez des Jeannettes? Oh là, les Jeannettes, j'ai trouvé ça bien difficile. D'abord, bon, Denise Filiatro s'est excusée, mais quand Jeannette dit « je ne veux pas être soignée par une de ces femmes-là », parce qu'on ne soigne pas les personnes âgées dans son pays. Voyons donc, moi, quand j'étais malade à l'hôpital pendant 2 mois et demi, qu'importe la personne qui me recevait, qui me donnait les soins, pourvu que je les recevais, c'était tout ce qui comptait. Alors, voile ou pas voile, ça ne m'aurait pas dérangé. Bien sûr, c'est correct pour moi de dire ça. Il n'y en a pas dans la région, pas beaucoup en tout cas. Mais il reste que c'est un fait. La qualité des soins, les codes d'éthique des infirmières, et je me suis assurée de ça. Hein. La façon de travailler dans les hôpitaux, elle est la même. Leur formation est la même que les personnes de toute autre nationalité. Et vous qui avez longtemps lutté pour l'égalité des sexes, qu'est-ce que la Charte pourrait nuire à la cause, selon vous? Oui, à cause de la radicalisation, oui, à cause du risque qu'elles ont de ne plus avoir dans une catégorie d'emploi.
Et moi, j'ai travaillé pour les femmes pendant 50 ans, pendant 40 ans. Est-ce que vous pensez que je peux accepter que des femmes perdent leur emploi, qu'elles n'en retrouvent pas dans aucun organisme qui est subventionné par le gouvernement? Est-ce que je peux accepter cette mise à part de catégories de femmes? Non, non et non. Avec quel point vous êtes d'accord pour la charte? Parce que vous dites que vous n'êtes pas complètement opposé. Bien, le visage découvert. Ça va de soi. Il faut donner et recevoir les services à visage découvert. Il faut que le demandeur aussi soit à visage découvert. Ça tient... Le contraire ne tiendrait pas la route. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut l'organiser, la façon qu'on aura de vivre ensemble. Et si on avait rendu public les études qui ont été faites auparavant, il y a beaucoup de discussions qui n'auraient pas lieu. Beaucoup. Mais moi, je dis, la démocratie, c'est la participation citoyenne. Mais il y a des leçons de démocratie qui sont perdues en route. Tu sais, quand le ministre nous dit que les adversaires sont des mous, voyons donc. Et est-ce que vous pensez que le voile serait un signe d'asservissement de la femme? Il faudrait... je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de contacts avec des femmes musulmanes. C'est bien sûr qu'elles ne vont pas me dire que c'est un objet d'asservissement. Ce qu'elles me disent, c'est que ça fait partie de leur identité. Cependant, quand on dit que c'est les hommes qui les obligent à les porter, oui, peut-être pour une catégorie, mais je connais beaucoup de femmes et de jeunes filles, et ça, c'est difficile, mais il y a des jeunes filles qui le portent volontairement. Et qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement apporte comme changement au projet de loi? Beaucoup de choses. D'abord, le respect des individus, le respect des communautés et comment établir un contact qui va faire qu'on aura une société harmonieuse. Parce qu'il faut penser que c'est un problème de société. C'est pas un problème de voile, puis c'est pas un problème politique, puis c'est pas un problème du ministre, hein? Eh bien, merci, Madame Vaillancourt. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, merci. Je m'entretenais avec Marthe Vaillancourt. C'est moi qui vous remercie. Oh, mon Dieu. En cette semaine de la prévention du suicide, les médias se demandent souvent s'ils doivent parler de ces actes. C'est sur ce thème que se sont réunis ce matin des médias différents de la région pour discuter de ce problème social. Amélie Houle, est-ce que les médias justement se sont présentés à l'appel? Oui, en effet, Marianne, ce matin, plusieurs médias étaient présents dans le fond, pour participer à des ateliers, pour partager en fait leur opinion sur le sujet, mais aussi pour parler des expériences qu'ils ont déjà vécues lorsqu'il est venu le temps justement d'aborder le sujet du suicide. Mais justement, est-ce que les médias devraient en parler ou non? Oui, en fait, selon le responsable du programme de prévention suicide, Laurent Garneau, vraiment, il croit que les médias ont un rôle à jouer lorsque vient le temps de parler du suicide. Par contre, il affirme vraiment que c'est du cas par cas, que ça dépend vraiment de certaines situations. Mais bien sûr, il dit qu'il y a quand même une manière d'aborder le sujet. Donc, je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire sur le sujet. Du suicide, écoutez, est-ce que c'est d'intérêt public ou non? Ce qui est important, c'est de ne pas donner un caractère héroïque, romantique, promouvoir le suicide, banaliser le suicide, promouvoir des moyens, donner des explications simplistes ou juger sévèrement ou essayer de trouver un coupable. Mais le fait d'en parler dans les médias, est-ce que ça peut inciter les gens à passer à l'acte? Non, au contraire, selon M. Garneau, vraiment, il dit que si on parle du suicide en termes préventifs, il dit qu'il n'y a vraiment pas de conséquences, mais il croit qu'il faut quand même renseigner les gens sur les services qui sont offerts, sur les signes présentés, mais aussi sur les pièges et aussi les pistes de solutions pour les personnes qui pourraient passer à l'acte. Mais est-ce que les médias ont vraiment le pouvoir de changer les choses? Oui, selon lui, vraiment, il affirme que les médias vraiment ont une crédibilité envers les auditeurs. Il dit vraiment qu'ils ont le pouvoir de persuader les gens et qu'ils peuvent faire vraiment comprendre le message beaucoup plus facilement. Donc, voici ce qu'il avait à dire sur le sujet. Les médias, souvent, nous permettent de rejoindre en simultané ce que ça nous prendrait des fois 10 ans à faire. Eux autres vont le faire en un reportage. D'où l'importance, en même temps, qu'on apprenne à mieux travailler ensemble pour allier nos efforts en matière de prévention. Donc, c'est donnant-donnant.
Et à quoi les journalistes doivent-ils faire attention lorsqu'ils abordent le sujet? Bien sûr, il affirme vraiment que les journalistes doivent faire attention pour ne pas alimenter les rumeurs lorsqu'il est question justement de déterminer la cause du suicide. Et aussi, il affirme qu'il ne faut pas tomber dans le sensationnalisme et le voyeurisme. Par contre, M. Garneau croit vraiment qu'il y a un piège qu'il faut à tout prix éviter lorsqu'il est question du suicide. Donc, je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire. Le pire piège, je pense, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Donc, il faut en parler, mais il faut en parler correctement. Et en terminant, quelles sont les activités à surveiller cette semaine? Ce soir, entre autres, il y a une conférence au Delta de Jonquière avec l'auteure et conférencière Blandine Soulmana. Elle va donc donner des outils aux gens pour qu'ils puissent aider des gens dans leur famille si une telle situation survient. Merci beaucoup, Amélie. Je vous en prie. La conseillère de l'ERD, Josée Néron, se dit favorable à l'installation de panneaux de circulation et à l'angle des rues Jacques-Cartier et du Séminaire dans l'arrondissement de Chicoutimi. Cette prise de position survient après que plusieurs citoyens se soient plaints à la séance du conseil d'arrondissement de la semaine dernière de l'achalandage de cette intersection. Un reportage de Diana Bernard. L'intersection des rues Jacques-Cartier et du Séminaire est connue pour son auto d'accrochage. C'est près de 30 000 personnes, on parle ici de piétons et de voitures, qui transitent chaque jour le quartier. En plus des accrochages, le stationnement en face des résidences de la rue du Séminaire se fait rare. Selon Josée Néron, l'installation de panneaux de circulation à l'angle des rues Jacques-Cartier et du Séminaire est nécessaire pour la protection des citoyens. C'est une question de sécurité. Vous avez énormément d'étudiants qui traversent vers l'hôpital, vers le centre-ville ou vers leur logement. Un résident de la rue du Séminaire en a eu assez des problèmes qu'il vit depuis 2003. La semaine dernière, Stéphane Aubin, professeur en psychologie à l'UQAC, a dénoncé ces faits au conseil d'arrondissement. Selon lui, de nombreuses voitures transitent chaque jour sur la rue qu'il habite. Les gens n'hésitent pas à se stationner longuement devant son entrée et pourtant, on voit ici sur ce panneau qu'il est clairement écrit que le nombre maximum de minutes qu'une voiture peut se stationner est de 90 minutes. Je crois qu'il existe sûrement déjà des programmes à l'intérieur du collège, de l'université et de l'hôpital pour faire en sorte d'encourager les gens à prendre le transport en commun. Ça réglerait beaucoup le problème. Josée Néron nous dit qu'elle veut bien faire quelque chose avec ce sujet et bien qu'elle ne soit pas membre du comité de travail qui concerne la circulation piétonnière, elle y siège tout de même et elle compte nous faire un suivi à la mi-avril. Diana Bernard, ATM, Chicoutimi. Le producteur de spectacle Robert Hakim estime que ces déboires judiciaires ont été causés par l'ex-président du Théâtre du Saguenay, Pierre Mazurette. L'avocat de M. Hakim, maître Jean-Marc Fradette, encourage son client à poursuivre ceux qui l'ont amené en procès, dont Pierre Mazurette. Robert Hakim a été acquitté de toutes les accusations de fraude auxquelles il faisait face la semaine dernière. La bretelle d'accès au pont du Buc à partir du boulevard Saguenay en direction ouest sera fermée demain matin. Des travaux d'entretien s'effectueront entre 7h et 11h. La circulation sera détournée par les rues Sainte-Anne et Jacques-Cartier. Emma Québec attend plus de 450 donneurs aujourd'hui et demain afin d'atteindre son objectif dans le cadre de la collecte de sang à la place Centre-Ville de Jonquière. Un reportage de Marie-Pierre Pruneau. La collecte de dons de sang d'Emma Québec est enclenchée à place Centre-Ville de Jonquière. L'organisme souhaite recevoir plus de 450 donneurs lors des 2 jours de collecte. La superviseure de l'événement, Marie-Ève Vouret, rappelle l'importance de ces dons. C'est important de maintenir une banque de sang qui est continuelle, dans le fond, pour les besoins des opérations, des gens qui ont des accidents et tout ça. Donc, c'est important d'avoir toujours du sang en banque chez Emma Québec, là. Pour ce qui est de Saguenay, la région est reconnue pour être généreuse de son sang. Oui, c'est une super bonne région. Généralement, on atteint nos objectifs et même on les dépasse souvent. Divisés en 2 catégories, les sangs de type négatif sont plus en demande que ceux qui sont positifs, puisqu'ils sont plus rares, comme l'explique l'infirmier Pierre Boivin. Dans la population générale canadienne, il y a 85 des gens qui sont positifs. Alors, il y en a seulement 15 qui sont négatifs. Fait que c'est ces gens-là qu'on essaie d'aller chercher davantage parce que les négatifs peuvent pas donner... les négatifs peuvent donner aux positifs, mais les positifs peuvent pas donner aux négatifs. Pour tous les bénévoles et employés d'Emma Québec, c'est un travail plus que gratifiant pour eux d'être des sauveurs de vie.
C'est la satisfaction de sauver des vies, puis des transfusions des gens, de voir les gens qui reprennent du bleu. Là, on a gagné là-dessus. Là. Vous avez jusqu'à demain soir, 20h30, pour venir donner du sang à Emma Québec à la place Centre-Ville de Jonquière. Marie-Pierre Pruneau, ATM Nouvelles, à Saguenay. Un don de sang, c'est un don de vie. Un incendie s'est déclaré hier soir au foyer pour personnes âgées Georges Hébert à Jonquière. Les bénéficiaires se sont rapidement déplacés dans un endroit sécuritaire. Il n'y a eu aucun blessé dans cet incident. Le 4 février 2004, un étudiant de l'université Harvard, Mark Zuckerberg, lançait le site Internet Facebook réservé aux élèves du prestigieux établissement scolaire. Aujourd'hui, le réseau social fête son 10e anniversaire avec 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. Facebook est le deuxième site Internet le plus fréquenté au monde, après Google. Les préparatifs en vue de la nouvelle exposition sur l'auteur Anne Frank à la pulperie de Chicoutimi sont sur le point de s'amorcer. La jeune Allemande est reconnue pour la publication de son journal intime qui relate ses épreuves vécues lors de la Seconde Guerre mondiale. Le tout devrait être mis en place d'ici une dizaine de jours. Marc-Antoine Côté, cette exposition revêtera un caractère historique? Oui, Marianne, la prochaine exposition de la pulperie tournera autour d'Anne Frank et son histoire. L'événement sera gratuit et les gens pourront s'y rendre à compter du 15 février. La pulperie est fin prête à accueillir le matériel nécessaire au montage de sa nouvelle exposition. Les organisateurs croient d'ailleurs que le sujet choisi pourrait en interpeller plus d'un. On voulait faire connaître l'histoire. Je sais qu'ils ont un musée en Europe d'Anne Frank, mais on voulait faire connaître ça aux gens d'Amérique du Nord qui connaissent un petit peu moins l'histoire. Donc, on a voulu faire ça ici à la pulperie. C'est une exposition qui est gratuite en plus, donc on veut attirer les gens le plus possible voir cette exposition-là. C'est au départ le Vieux-Port qui devait accueillir l'événement. Des problèmes techniques ont toutefois poussé l'exposition à changer d'emplacement, ce qui a fait l'affaire de la pulperie. Donc, une exposition qui devait être présentée ailleurs, qui n'était pas possible de présenter ailleurs, ici à Saguenay. Donc, nous, on a vu le dossier, on l'a trouvé intéressant, puis ça a passé sur le comité des expos. C'est un peu comme ça qu'on a conclu, finalement, avec la maison Anne Frank. Les jeunes des écoles primaires et secondaires sont le public cible de l'événement. Tout a d'ailleurs été mis en place pour que le tout leur soit très accessible. C'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux jeunes aussi. On veut avoir le plus d'écoles possible. Les écoles, des fois, c'est plus compliqué. Ils ont des budgets à respecter, des choses comme ça. Donc, on s'est dit, on va faire ça gratuitement dans la hall d'entrée. Et c'est une des raisons pour laquelle on a fait ça ici. Des groupes scolaires qui ont entendu parler, qui ont réservé là, dès ce matin. Donc, on s'attend à avoir quand même beaucoup de monde. C'est quand même de février à mai. Donc, on est vraiment dans la période scolaire. Le fait que l'exposition soit déjà montée et qu'elle ait fait ses preuves ailleurs facilite grandement la tâche de la pulperie, selon le directeur général. C'est moins compliqué, finalement, d'avoir une exposition itinérante qui est déjà prête. Toute conçue et déjà emboîtée que de faire une expo ici où il y a beaucoup d'intervenants qui rentrent en ligne de compte. Ça prend des budgets un peu plus gros. La balle se trouve maintenant entre les mains de la population qui ira jusqu'au 4 mai pour s'y rendre. Marc-Antoine Côté, ATM, Saguenay. Les comédiens, chanteurs et danseurs de la comédie musicale Rent, montée par les étudiants du Cégep de Jonquière, mettent la touche finale avant la première de leur spectacle à la salle François Brassard le 15 février prochain. Amélia Hood, vous avez assisté à l'une des dernières répétitions. Comment s'est-elle déroulée? Marianne, les pratiques vont bon train, mais on peut sentir la fébrilité chez les acteurs et les danseurs. Voici mon reportage. Après plusieurs mois de répétition, l'équipe de la comédie musicale Rent est prête à livrer un spectacle qui ne laissera pas le public indifférent. La pièce traite du sida, de la dépendance à la drogue et de la transsexualité. Pour le coach théâtral de Rent, il est important d'aborder ces sujets pour les démystifier. Quelque chose qui vient chercher un peu un autre type de clientèle, c'est plus de tabou, plus d'intériorité, plus de réalité en fait. La comédie musicale du Cégep de Jonquière est composée uniquement d'étudiants. Pour certains, ce sera la première fois qu'ils monteront sur scène. Plusieurs autres ont toutefois déjà participé à des comédies musicales, mais sans avoir touché à tous les genres artistiques. Je faisais un plus petit rôle, puis je dansais aussi. Cette année, je me suis lancé dans l'expérience du chant. La fébrilité se fait sentir pendant les répétitions de Rent. Il ne reste que quelques détails à peaufiner. On est à 2 semaines du show, on commence à sentir le stress de tout le monde, mais c'est un bon stress, je crois. La metteur en scène se dit toutefois très confiante de la performance de son équipe. Selon elle, c'est important de mettre les acteurs, danseurs et chanteurs au premier plan. Elle fait une distinction précise entre le spectacle de l'an passé et celui de cette année.
Cette fois-ci, on a apporté une approche différente, plus sur ce qui se passe sur scène que les décors et les costumes. Donc, c'est vraiment basé sur les gens. Donc, je pense qu'ils ont aimé ça, l'approche comme ça. Après des mois de préparation, la comédie musicale Rent sera présentée le 15 février prochain au Cégep de Jonquière. C'était Amélie Aoud pour ATM Nouvelles, Saguenay. Le groupe chicoutimien Mordicus lance son premier album Cri Primal. La formation a le vent dans les voiles puisque sa chanson « Oh Maman » est diffusée dans les radios commerciales. Le lancement se déroulera ce soir à 17h au sous-bois de Chicoutimi. Au sport maintenant, l'équipe des Voyageurs de baseball de Saguenay accueillera de nouveaux joueurs l'été prochain. Le directeur et entraîneur Robert Fatal s'est entretenu plus tôt ce matin avec ma collègue Marika Vachon-Plante de l'influence que les récents repêchages apporteront à l'équipe. Bonjour, Monsieur Fatal. La fin de semaine dernière, vous avez fait l'acquisition d'un nouveau joueur au sein de votre équipe, là, Mathieu Marcoux. Que représente-t-il comme changement au sein de l'organisation? Bien, Mathieu Marcoux, c'est un joueur vétéran, c'est un joueur de 21 ans. C'est ce qu'on avait ciblé avec notre première sélection. On voulait quelqu'un qui avait de l'expérience. Même si Mathieu était blessé l'année dernière, c'est un joueur qui est très offensif, frappe la balle sur les 3 champs. Je ne dirais pas que ça va complètement changer notre équipe, mais c'est vraiment de la profondeur dans le cadre de l'alignement qui est important. C'est un besoin qu'on avait à combler. Puis la fin de semaine dernière, là, justement, est-ce que vous avez fait d'autres acquisitions là, importantes au repêchage? Oui, bien, on avait 3 choix en deuxième ronde. L'important, c'était d'aller chercher de la profondeur au monticule. On avait quand même nos partants d'établis, notre releveur pour la fin de match, mais on voulait se mettre un petit peu plus d'expérience, puis surtout des manches lancées pour des situations délicates. C'est ce qu'on est allé faire avec les sélections de Tellier, Baril et puis Dion. OK, puis les 3 joueurs là, que vous avez un peu sacrifiés, on peut dire ça comme ça, là, pour avoir des choix au repêchage, qu'est-ce que ça change au sein de l'organisation? C'était quand même 3 joueurs qui étaient importants au sein de l'équipe. Bien, tout d'abord, quand on parle de Manuel Bouffard qui était et puis Marc-Antoine Bérubé, eux étaient dans une considération future d'une transaction de l'été 2013 où est-ce qu'on avait acquis Dave Champagne puis Jean-François Soucy, là, qui étaient des joueurs vétérans et puis aguerris dans le circuit. Fait que c'était une compensation qu'on envoyait, c'est un sacrifice qu'on avait fait en 2013 parce qu'on voulait faire un bout de chemin en série. Maintenant, pour qu'est-ce qui est de Marc-Antoine Perron-Rousseau, Marc-Antoine Perron-Rousseau, la transaction, elle est immense, cette transaction-là. Tout d'abord, on va chercher un receveur de premier plan qui est pratiquement un des 3 meilleurs receveurs de la Ligue, en Christopher Stanford. On va chercher un joueur du midget 3 qui va être, je pense, une future vedette dans la Ligue, Yann-Éric Tremblay. Et puis, avec cette transaction-là, on a pu mettre justement la main sur Mathieu Marcoux parce qu'on avait été chez le premier choix de Québec. Et avec, là, les transactions qui ont été faites, vous avez fait l'acquisition d'un nouveau joueur de Saint-Eustache. Pouvez-vous nous en parler? Bien, également, ça va dans la continuité de ce qu'on a fait avec Mathieu Marcoux. On voulait avoir un joueur d'expérience au milieu de l'avant-champ. On sait que Pascal Grégoire était notre seul joueur qui restait de l'an dernier. On a un jeune en Louis-Xavier, Labrosse, qui arrive de notre filiale du midget 3. Mais on voulait avoir quelqu'un avec beaucoup d'expérience. C'est Pierre-Luc Pépin. Il vient de Saint-Eustache, il va également jouer sur 21 ans. Il a déjà fait équipe Québec au niveau midget. Fait que défensivement, ça vient vraiment solidifier notre ligne du centre. Puis c'est quelqu'un qui peut quand même apporter une moyenne plus là, au niveau du bâton. Et croyez-vous là, que ça va apporter des gros changements à la nouvelle équipe qui va faire son apparition en 2014? C'est sûr que pour les premiers matchs, les partisans vont avoir besoin de la carte d'alignement, comme on dit, pour se familiariser un peu. Mais ça reste dans la philosophie des Voyageurs. Ce qui veut dire que ça va être une équipe rapide, une équipe qui fait beaucoup bouger les défensives adverses. On va peut-être frapper un peu moins la longue balle que par les années passées, mais sauf qu'on va être une équipe qui va frapper vraiment de 1 à 9 avec beaucoup plus de régularité, moins de retrait au bâton. Et puis défensivement, on s'est solidifié comparé à l'année dernière, même si on est plus jeune. Justement, là, quels vont être vos objectifs là, spécifiquement pour l'année qui s'en vient? Bien, la barre des 500, souvent là, par les entraîneurs, c'est une barre qui est visée. Nous, il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est qu'avec la venue de Quaticook, ça change un petit peu le calendrier, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec beaucoup de matchs
de week-end, pardon, de 4 matchs par week-end. Fait que pour nous, ça ne sera pas facile. Ça sera pas facile à jouer. C'est pour ça qu'on est cherché beaucoup de profondeur au monticule. Et à cause qu'on va jouer beaucoup de week-ends de 4 matchs, bien, ça se peut que sur la longue, ça joue un petit peu contre nous. Fait que si on peut atteindre dans cette première année de restructuration la barre des 500, ça va être excellent. Et du côté du repêchage, croyez-vous que ça va vous aider à atteindre ces objectifs-là, justement? Oui, parce que les objectifs rencontrés, on voulait avoir 2 joueurs, un joueur surtout qui peut venir dans le cœur de l'alignement. On l'a en Marcoux. On voulait solidifier notre milieu d'avant-champ avec Pépin. Et puis, on a été chercher des jeunes lanceurs qui ont très bien fait par les années passées au niveau midget 3A. Fait que ça vient vraiment donner un gros bagage à notre personnel de lanceurs. Fait que je crois qu'on est prêt avec tout ça à amorcer la saison. Et pensez-vous faire des nouvelles acquisitions prochainement? Pensez-vous faire des nouvelles transactions? Je vous dirais que d'ici à la fin du camp d'entraînement, ça me surprendrait beaucoup parce qu'on a quand même beaucoup augmenté notre quantité de joueurs au sein de l'organisation. On va un peu se concentrer sur le camp d'entraînement pour voir quelle direction, comment que les jeunes se sont développés. Ils vont nous revenir des programmes à partir de la mi-mars. Et puis, si on a des ajustements à faire dans le début de la saison, dans les 2 premières semaines de mai, on va le faire. Sinon, bien, pendant la saison, s'il y a un besoin, oui, toujours prêt à bouger pour améliorer l'équipe. Parfait, merci, M. Fatal. Donc, je m'entretenais avec l'entraîneur-chef et directeur général des Voyageurs de Saguenay, Robert Fatal. 2 femmes de la région participeront au Trophée Rose des Sables qui se déroulera au Maroc à l'automne 2015. Marilyn Allard de Saint-Bruno et Jannick Landry d'Alma participeront à cette compétition de 4x4 dans le désert marocain. Elles tiendront un souper spaghetti samedi prochain à Alma afin de financer leur projet. Et maintenant, à la météo, Jonathan, qu'est-ce qu'on nous annonce pour les prochaines 24 heures? Eh bien, Marianne, le temps est au beau fixe dans la région. Tout d'abord, au Saguenay, pour ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Et la température minimale prévue est de moins 18. Demain, mercredi, ce sera à nouveau généralement nuageux. Toutefois, des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km/h pourraient venir légèrement nous décoiffer et le maximum prévu est de moins 11. Au lac Saint-Jean, ce soir et cette nuit, on prévoit une faible neige intermittente qui devrait cesser au courant de la nuit. Le minimum prévu est de moins 21. Et mercredi, ce sera plutôt frais. On prévoit alors une température maximale de moins 16 seulement. Et puis la journée se déroulera sous une alternance de soleil et de nuages. Présentement, à Saguenay, il fait actuellement moins 7 degrés et c'est sensiblement la même chose au lac Saint-Jean où il fait moins 8. Merci beaucoup, Jonathan. Et merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Revenez-nous pour demain soir pour un autre web journal. Bonne fin de soirée.